Ça, c'est Africa TV. Venez mirer Africa TV parce que c'est l'Afrique. Et puis, Djabra Pampan, voilà, les plus placés, il y a de langage. Parce qu'ils sont réels. Donc, restez dans la réalité. Africa TV, c'est la réalité. Africa TV. Télévision, il y a les émissions vraies, animateurs sont vrais, techniciens sont Djidji. Nous, auditeurs, en réel, on est Djidji. Je connais quoi. Télévision, là, mais fin. Ciao. Ah, mais télévision, ça me plus. Mais demain est fini. On peut Africa TV. C'est Wanigam qui est au face d'Ambo. Koro Aboudi Wanigam. Comment on appelle ça? Qui c'est que l'invili? Un coup pao. Big up. C'est-à-dire moins de visualisation, c'est-à-dire beaucoup d'images, tout ce qui est bon pour Africa TV. Je suis trop enjaillé et je suis connecté. Hein? Vous pensez que quoi? On est au couille, il va tuer. Tu as bien fait. De la défense. Donc les deux équipes de défense des accusés qui vont vous poser des questions et je vais donner la parole à Maître Altit. Nous avons pris bonne note du courriel de ce matin, Maître. Donc si à un moment de la journée, dans la mesure du possible bien sûr, si vous pouviez être, ou plutôt préciser votre pensée, je pense à la durée, ce dont vous parlez dans votre courriel, ce serait très bien. Je peux d'ores et déjà vous dire que mardi prochain, il n'y aura pas d'audience. Donc, si ce que vous envisagez va se passer, nous poursuivrons mercredi avec 384. D'accord? Vous avez la parole, Maître Altit. Bonjour, Monsieur Mangou. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Maître. Mon nom est Emmanuel Altit. Je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. À mon tour, je vais vous poser des questions auxquelles je serai reconnaissant de répondre de manière précise et concise. D'accord? C'est bien compris, Maître. Alors nous commençons. Vous nous avez dit, lors de votre témoignage en réponse aux représentants du bureau du procureur, et c'est page 51 des transcrits du 28 septembre dernier, avoir été informé par les forces impartiales des incidents allégués du 3 mars 2011. Vous vous souvenez de ça? C'est bien ça. Alors, je vais vous citer d'ailleurs. C'est page 51, transcrit real time du 28 septembre 2017, en français. Et vous dites, en réponse à une question du représentant du bureau du procureur, alors, je cite, alors j'ai été informé par deux personnes. La première personne, toujours par les forces impartiales. La deuxième personne, par le ministre qui m'a apporté l'information. Donc il m'a appelé pour me demander si nos éléments avaient effectué des tirs sur les femmes. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler des taux pour m'informer. Est-ce qu'il a été informé de ce qu'une... Alors,
Ici, c'est pas très clair. Je suppose que c'est de ce qu'une personne ou de ce qu'il se passait à Abobo. Et il m'a dit non. Fin de citation. Première question. Qu'est-ce que vous entendez par force impartiale? Merci. En fait, celui qui m'a informé, c'est le général Palassé, qui m'a informé de ce qu'un incident se serait produit à Bobo. Donc, le général Palassé lui-même est le commandant des forces Licorne, mais puisqu'il travaille avec les forces impartiales, pour nous, ce sont les forces impartiales. Alors, vous me permettez de vous reposer la question parce que vous nous dites, si j'ai bien compris là, parce qu'il travaille avec les forces impartiales, pour nous, ce sont des forces impartiales. Donc, vous parlez de Licorne, c'est ça? C'est bien ça, maître. En un mot, la force Licorne, c'est quoi? La force Licorne, c'est le détachement qui est venu et qui travaillait en collaboration avec l'ONUCI. Et c'est justement avec le commandant de cette force que nous faisions les réunions quadripartites. Mais c'est un détachement de quelle armée? L'armée française. D'accord. Et le général Palassé commande ce détachement de l'armée française qui s'appelle Licorne, c'est ce que vous nous dites? C'est bien ça. Il faut dire que Licorne a connu plusieurs chefs, mais le dernier qui a œuvré à travailler avec nous dans le cadre quadripartite jusqu'à la fin de la crise post-électorale, c'est bien le général Palassé. D'accord. Il a commandé de camp à camp, si vous savez? Alors ça va être difficile. Généralement, ils font 2 ans. Généralement 2 ans. Je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'il a commencé, mais je crois qu'il doit avoir terminé les 2 ans. D'accord. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu, le général Palassé? Alors, le général Palassé est rentré en France. Je n'ai pas eu vent de son affectation, mais je sais qu'il est rentré en France. D'accord. Pendant la crise, où était-elle basée, cette force Licorne? Pendant la crise, donc, la force Licorne était basée à Port-Boué, au 43e. Est-ce qu'il y avait d'autres bases de l'armée française en Côte d'Ivoire à ce moment-là? Non, il n'y avait pas d'autre base, c'est la seule base. D'accord. Alors, vous avez été informé par le général Palassé, vous nous dites, à quelle heure à peu près, ou à quel moment de la journée à peu près, avez-vous été informé par lui? Alors, j'ai été informé par le général Palassé, je crois, le soir, puisque quand l'événement s'est produit, nous avons eu le temps de regarder à la télévision ce qui s'est passé. Et c'est à l'issue que j'ai instruit le lendemain le porte-parole à l'effet de faire un communiqué. Alors, pour qu'on comprenne bien, donc vous rentrez chez vous, et à ce moment-là, vous apprenez la survenue de l'incident allégué par la télévision ou par Palassé? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, dès que l'incident est survenu, le général Palassé m'a informé, mais je n'avais pas vu encore les images. Et c'est quand je suis rentré au journal de 20h que j'ai vu les images. Ça nous permet de mieux préciser ma question. À quel moment de la journée avez-vous été informé par Palassé? Est-ce que vous nous dites, si je comprends bien, c'est plutôt en fin d'après-midi? Est-ce que c'est correct de dire ça? C'est bien ça, en fin d'après-midi. D'accord. Alors ensuite, vous regardez la télévision, c'est ça? C'est bien ça. Non, mais avant, j'avais été informé par le ministre. Le ministre lui-même a été informé par des journalistes. Et quand il m'a appelé au téléphone pour me poser la question de savoir si j'étais informé de ce que des femmes auraient été tuées à Bobo, je lui ai dit non.
j'ai fait mener une enquête interne pour voir si effectivement nos hommes étaient impliqués. À l'issue de cette enquête, je me suis déplacé, je suis allé voir le ministre pour lui faire le compte-rendu. Et c'est à l'issue de ce compte-rendu qu'il m'a demandé de faire un communiqué pour démentir l'implication des FDS. D'accord. Donc le ministre vous appelle après que vous ayez reçu l'appel du général Palasset, c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Et ce groupe de journalistes dont vous nous dites qu'il aurait informé le ministre, est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que vous connaissez certains de ces journalistes ou est-ce que... Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors là-dessus, maître, je ne saurais vous dire quelque chose puisque c'est le ministre lui-même qui m'a informé de ce qu'il a été informé par les journalistes. Voilà, sans trop de précision. D'accord. Lorsque Palasset vous appelle, est-ce qu'il vous donne des précisions? Est-ce qu'il vous donne, par exemple, le nom de personnes qui seraient mortes ou qui seraient blessées, ou le lieu? Est-ce qu'il vous donne des précisions factuelles sur ce qui se serait passé? Non, malheureusement, il ne l'a pas fait. Il a tout simplement dit que des chars des forces de défense et de sécurité auraient tué des femmes. Voilà. C'est ce qu'il a dit. D'accord. Dites-moi, à propos des forces impartiales, vous avez parlé de réunions quadripartites. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces réunions? Qu'est-ce que c'était et depuis quand se tenaient-elles? Alors, il faut noter qu'avec l'accord de Ouagadougou qui a été signé le 4 mars 2007, nous avons commencé à travailler dans le cadre du centre de commandement intégré basé à Yamoussoukro. Et dans ce cadre, je vous le disais la dernière fois, nous avons reçu donc les missions du centre de commandement intégré. C'est par un décret qui a été signé par le président de la République. C'est le décret 2007-82 du 14 mars 2007. C'est dans ce cadre que les missions du centre de commandement intégré ont été définies. Et les 4 commandants des forces, c'est plutôt la réunion quadripartite, 4 commandants des forces, on se retrouvait donc au sein du centre de commandement intégré pour souvent faire le point des situations, voir les actions à mener. Quand il y avait des problèmes concernant les forces, on se retrouvait pour en discuter afin de trouver des solutions. Et même c'est avec ces forces-là que dans le cadre de la sécurisation du processus électoral, nous avons donc travaillé ensemble en faisant un plan conjoint des opérations pour faire la sécurisation. Donc souvent nous nous retrouvons soit au CCI à Yamoussoukro, soit à Sebrouko, soit au 43e Biba. Une seule fois, nous avons délocalisé cette réunion dans un hôtel de la place que je ne voudrais pas citer, tout juste dans le cadre de cette réunion. C'était en gros la réunion des généraux commandant les forces. Pour que l'on comprenne bien, donc ces généraux, ce sont les 4 généraux, le commandant de la force Licorne, ici à la fin du procès, enfin pendant la crise en tout cas, Palasset, le commandant des forces ONU, le commandant, enfin le chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire et le chef d'état-major de l'ex-armée rebelle, c'est ça? Le chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire et le chef d'état-major des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, c'est pour qu'on comprenne. Hein. Il y a c'est pas bien ça. de connotation particulière. Quand vous dites le chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire, c'est vous. C'est bien moi. Donc, je reprends, maître, si vous voulez. Oui. Donc, il y a le commandant des forces Licorne, le commandant de l'ONU ici, le général Bakayoko, commandant les forces républicaines de Côte d'Ivoire,
le général Magou, commandant les forces armées nationales de Côte d'Ivoire. D'accord. Et quand vous dites les forces républicaines de Côte d'Ivoire, ce sont les anciens rebelles, c'est bien ça? Non, je n'utiliserai pas cette... oui, les anciens rebelles, voilà, qui ont fait leur mue et qui sont devenus forces républicaines de Côte d'Ivoire. Alors on peut peut-être le dire autrement, si vous préférez, ceux qui sont basés au nord de la Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est bien ça, maître. D'accord. Alors, donc si je comprends bien, il y a eu des réunions réunissant ces quatre hautes personnalités militaires, ces quatre responsables militaires, régulièrement pour faire un point de la situation, et ceci depuis 2007, c'est ça? C'est bien ça, maître. Alors, était-il question de 2007 à la fin de la crise? Alors, permettez-moi de vous poser une question un peu complémentaire avant. Y a-t-il eu encore des réunions de ce type pendant la crise? Si vous pouvez être un peu plus explicite, parce qu'on a connu deux crises, la première de 2000 jusqu'à l'organisation du premier tour des élections, et puis la crise post-électorale. Je vais préciser ma question. Y a-t-il eu des réunions de ce type, c'est-à-dire réunissant les quatre chefs militaires ou quatre responsables militaires pendant la crise post-électorale, c'est-à-dire du premier tour des élections, disons, présidentielles de 2010 à avril 2011? Alors, comme je vous le soulignais, maître, c'est avec eux que nous avons travaillé dans le cadre donc de la sécurisation du processus électoral. Lorsque nous avons fait donc le message pour la sécurisation du processus, nous nous sommes retrouvés à l'issue des résultats du premier tour pour faire un point de situation de ce qui s'est passé pendant le vote. Et puis, nous nous sommes retrouvés encore pour faire un autre message pour la sécurisation du deuxième tour. Après donc les résultats du deuxième tour, nous nous sommes retrouvés, là c'était dans un hôtel de la place, pour faire le point et voir ce qu'il y a lieu de faire. Alors, de 2007 à, disons, aux élections présidentielles de 2010, je suppose que à chaque fois que ces quatre responsables militaires se retrouvaient, c'était non seulement pour faire un point de la situation, mais aussi pour discuter d'éventuels incidents qui auraient pu avoir lieu, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Les réunions que nous avions étaient plutôt axées sur le problème de désarmement, parce qu'il fut un temps où on devait aller à la paix. Il s'agissait donc de faire le regroupement des forces. Le regroupement des forces afin de procéder au désarmement. Il s'agissait aussi de voir dans quelle mesure on allait désarmer tout ce qui était en armes, parce que l'objectif premier, c'était de débarrasser la Côte d'Ivoire d'armes. Donc, c'est ce genre de réunion que nous avons eu. Et puis, bon, la dernière, effectivement, on a aussi parlé des problèmes de circulation des forces impartiales, parce qu'il fut un temps où les forces impartiales étaient arrêtées par les jeunes patriotes. Donc, ils ont posé le problème. Et voici ces genres de problèmes dont nous débattons en nos réunions. Mais effectivement, nous avons aussi parlé souvent d'incidents. Alors, est-ce que vous parliez des incidents qui avaient lieu dans le nord de la Côte d'Ivoire ou uniquement des incidents qui avaient lieu dans le sud, ou les deux? Non, quand il y avait, maître, un incident quelque part, ben on en parlait. On en parlait. Que ce soit au nord ou au sud, on en parlait. D'accord. Alors, vous avez mentionné à l'instant le désarmement de tous ceux qui avaient des armes. Est-ce que vous englobez dans cela l'armée du Nord, l'armée ex-rebelle, ou quelle que soit la manière dont on la qualifie, mais l'armée qui était au Nord? Est-ce qu'ils devaient être eux aussi désarmés? Alors, il faut noter qu'on a eu plusieurs accords.
on a eu plusieurs accords. Quand le président de la République et le premier ministre Soro avaient lancé l'opération de regroupement des forces, nous avons fait notre regroupement. Il faut dire qu'en ce moment, nous œuvrions dans le cadre de la médiation sud-africaine. L'accord disait que effectivement, les ex-FAFEN devaient être désarmés et que nous, éléments des forces de défense et de sécurité, notre désarmement s'apparentait au retour en caserne, au dépôt des armes sur les râteliers. Ça, c'était ce qui était prescrit dans le cadre de l'accord Mbeki dont nous avons parlé, disons, en 2005. Lorsque l'accord de Ouaga a été signé le 4 mars 2007, il n'a plus été question du désarmement des forces républicaines de Côte d'Ivoire parce que l'accord avait consacré 2 armées à la Côte d'Ivoire, une armée au nord, une armée au sud, et nous devions, nous, 2 chefs d'état-major des armées, nous retrouver au sein du centre de commandement intégré pour co-gérer toutes les activités militaires. Donc, il n'a plus été question du désarmement, bien que nous ayons fait à Bouaké la cérémonie de la flamme avec, bien sûr, les armes qui ont été mises au bûcher. Très bien. Alors, vous nous avez tout à l'heure expliqué comment vous aviez été informé des incidents allégués du 3 mars. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les incidents allégués du 17 mars. Alors, vous avez dit, et c'est dans les transcrits real-time du 28 septembre 2017, en français à la page 60, ligne 23. Alors c'est le général, je cite, alors c'est le général Palasset qui m'a informé, et là il m'a dit qu'il y avait, je crois, 3 morts, 3 personnes qui seraient mortes. Fin de citation. Alors, première question, quand vous a-t-il informé? Alors là, l'information, je crois que je l'ai reçue en fin de journée. En fin de journée, et là, il a précisé le nombre de victimes. Il a dit qu'il y avait des obus qui avaient été tirés sur le marché et que cela aurait occasionné 3 morts. Est-ce qu'il vous a demandé si vous le saviez ou est-ce qu'il vous a simplement appelé pour vous dire voilà, il s'est passé ça? Non, il ne m'a pas demandé si je le savais, il m'a simplement appelé pour me dire voici ce qui s'est produit au marché. D'accord. Est-ce qu'il vous a dit comment il le savait? Non, il ne me l'a pas dit. Et il était sûr de ces informations? Il était sûr de ces informations puisqu'il a défini le nombre de victimes. D'accord. Alors, vous nous avez parlé du ministre de la Défense. Est-ce que c'est le même processus que pour l'incident précédent? Est-ce que le ministre de la Défense vous appelle après que vous ayez reçu l'appel du général Palasset? Exactement le même processus. Donc, nous apprenons tous deux l'information par des voies différentes. Le ministre, c'est toujours les journalistes qui l'informent aussi. Donc, il m'informe. Et puis, c'est le même processus. Je fais mener une enquête interne. Quand ces genres d'incidents se produisent, la première des choses, c'est de demander aux troupes qui sont sur le terrain ce qui s'est passé. Mais surtout au commandant de force de nous faire le compte-rendu de la situation. Donc, la réponse était négative. Et je suis remonté donc au ministre pour lui dire que nous n'étions pas concernés. La réponse était négative. Vous voulez dire que, après cette enquête dont vous nous parlez, rien ne laissait entendre que les FDS auraient été impliqués. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? C'est bien ça. Mais surtout qu'il nous avait précisé que ce jour-là, les FDS n'ont pas été attaqués. Voilà.
qu'ils puissent riposter, pour qu'ils puissent avoir des effets collatéraux de ce genre. D'accord. Sur ce groupe de journalistes, pas plus d'informations que tout à l'heure. Pas plus d'informations. D'accord. Alors on va passer à un point un peu différent. Vous nous avez dit, en expliquant un peu le dispositif général de mise en place de l'armée, et c'était le premier jour, si vous vous en souvenez, ce sont les transcrits français édités du 25 septembre 2017, page 12, ligne 24 à ligne 28, et page 13, ligne 1. Alors vous dites, en réponse à une question du représentant de l'accusation, et je cite. Alors, lors de la crise post-électorale, on avait deux grandes entités. Les unités qui étaient sur le théâtre des opérations, dont le commandant du théâtre était le capitaine de vaisseau-major Conan Boniface, les unités qui avaient été formées et déployées dans tout Abidjan, y compris à Abobo pour la sécurisation de la ville d'Abidjan et pour l'intervention au niveau d'Abobo, qui, elle, était placée sous l'entière responsabilité du général de brigade Deto Leto Firmin. Fin de citation. Donc, pour que ce soit bien clair, les unités hors d'Abidjan sont commandées par le commandant Boniface et les unités à Abidjan sont commandées par le général Deto Leto. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça, maître. Alors, à propos des unités qui étaient en dehors d'Abidjan, nous savons, parce que c'est au dossier, que, alors, les rebelles, ou vous les appelez comme vous voulez, mais les troupes qui étaient au nord, ont traversé la frontière entre les deux zones du pays en mars 2011 et sont allés vers le sud du pays en mars 2011. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu une offensive en mars 2011 des troupes du nord vers le sud? Je confirme. Cette offensive a... Just don't. Le président, ne commencez pas à parler trop vite. Marquez une pause avant de répondre, sinon les interprètes auront de la difficulté à vous suivre. Merci. Veuillez poursuivre. Allez-y, monsieur, si vous voulez répondre. Oui, je confirme. D'accord. Quel était l'objectif de ces troupes? Et on parle d'objectif militaire ici. Alors, cette offensive a eu lieu à partir du, disons, ça a commencé le 28 mars 2011. L'objectif de ces troupes, c'était une offensive sur Abidjan. D'accord. Et quel était leur but en allant à Abidjan? Donc, suite au refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite, effectivement, ces unités sont descendues à Abidjan. Pour faire quoi, monsieur? Ben, là, je ne saurais vous dire. Hein. Je sais qu'il y a eu une offensive, qu'à la fin de cette offensive, elles ont réussi à capturer le président. Donc, à l'issue des combats qui ont été menés dans Abidjan, à l'issue, elles ont réussi à capturer le président. Alors, on parle d'une offensive du nord vers le sud. Quelle route ont emprunté les troupes rebelles?
Je peux vous poser ma question un peu différemment. Est-ce qu'il y avait plusieurs axes d'attaque? Oui, je confirme qu'il y avait plusieurs axes d'attaque. Déjà, il y avait les premiers combats. Une offensive suivie de premiers combats le 28. Le premier qui a décroché du côté des forces de défense et de sécurité, ça a été l'élément qui était à Diokwe, qui a combattu jusqu'à 1h du matin et qui n'avait plus de munitions. Donc, il a rendu compte qu'il n'avait pas de munitions, qu'il ne pouvait plus tenir tellement la pression ennemie était forte. Et je lui ai demandé de passer par Guiglo, de récupérer les hommes de Guiglo, passer par Taï et se faire recueillir par Allah, qui était dans le sud-ouest à San Pedro. Donc, c'est ce qui a été fait. Ensuite, le deuxième à décrocher chez nous, ça a été celui qui est plus à l'est, Hervé Kakou, qui était à Laoudiba, la position la plus avancée, donc qui a décroché en direction de Bondoukou pour ensuite rallier à Bangourou. Il restait donc sur le théâtre le commandant du groupement Centre-Ouest dans la région de Daloa et le com-théâtre lui-même qui était à Yamsokro. C'était le même problème de munitions, mais qu'en plus de cela, il y avait une démotivation de nos hommes. Donc, eux aussi, ils ont regroupé. Alors, les offensives maintenant des forces républicaines de Côte d'Ivoire, il y a eu une offensive plus à l'ouest, à partir de Mans, en direction de Diokwe, une offensive sur l'axe central, Boaké-Tiebissou, une offensive à l'est, à partir de, puisque les derniers éléments étaient à Tabou, non, j'ai pas le nom, un peu plus au nord par rapport à Laoudiba. Donc, ils ont fait une offensive sur Bondoukou. Donc, disons en gros qu'il y avait 3 axes d'effort. Un axe ouest, un axe central et puis un axe est. Sur l'axe central, je suppose qu'il y avait plusieurs routes empruntées par les armées venues du nord et dont vous nous avez dit que le but était Abidjan, n'est-ce pas? C'est bien ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient ces différentes routes? Par exemple, la route, je ne sais pas moi, qui part de tel endroit pour aller à Abidjan, puis à côté il y avait la route de tel endroit, etc. Et nous dire qui commandait sur chacune de ces routes. Quel commandant, ex-rebelle, des forces du Nord, si vous voulez, commandait sur chacune de ces routes? Alors, l'axe de l'ouest, ça doit être le commandant Loceni, l'axe de l'ouest. L'axe central, je ne serai pas précis. Je crois qu'il a dû avoir 2 éléments sur l'axe central, Ouattao peut-être, et puis Shérif Ousmane. Sur l'axe est, c'est Mouro, voilà, qui est descendu. D'accord. Est-ce que ces commandants étaient ce qu'on appelle des comzones? Oui, ces commandants, c'était des comzones. D'accord. Leurs troupes, est-ce qu'elles comprenaient des contingents de Dozo? Ça, je ne saurais vous le dire. Très bien. Leurs troupes, est-ce qu'elles comprenaient des personnes qui avaient été recrutées soit au Burkina, soit au Mali, soit en Guinée, bref, dans les pays frontaliers du nord de la Côte d'Ivoire? Je ne saurais vous le dire puisque je n'y étais pas. Je n'ai pas vu. Je sais que dans le cas de l'accord politique de Ouagadougou, il y a eu un recrutement et des visites qui ont été organisées par le ministère de la Défense. Maintenant, si en dehors de ces éléments, ils ont pris des effectifs complémentaires, je ne saurais pas vous le dire. Voilà, je n'ai pas de preuves pour affirmer. D'accord. Vous n'y étiez pas, certes, mais vous étiez chef d'état-major, donc chef d'état-major reçoit des informations.
Alors, vous ne disposiez pas de ce type d'information. Alors, ces genres d'informations, je les avais lors de la première crise. Mais concernant la deuxième crise, au moment de l'offensive, je n'étais plus chef d'état-major puisque je suis rentré à l'ambassade. Donc, je ne peux pas savoir ce qui se passait. D'accord. Alors, j'aimerais vous montrer un document dont les références sont les suivantes. CIV OTP 0071 05 94. Alors, nous vous laissons la main. Alors, Monsieur le Président, on me dit que c'est confidentiel, mais il nous semble qu'il n'y a pas de raison de ne pas le montrer publiquement. Et nous en avons ici une copie papier pour le témoin, mais je laisse mon confrère parler sur le côté confidentiel, j'imagine. Merci, Monsieur le Président. S'il était possible d'avoir l'onglet pour qu'on puisse vérifier dans un premier temps, car la liste totale, il y a beaucoup de documents. Et deuxièmement, Monsieur le Président, c'est juste une remarque pour qu'on se situe dans le temps. Je comprends qu'on parlait du mois de mars, mais le témoin dit le 28. Il n'a sans préciser le mois que nous présumons était mars, mais s'il était possible de le confirmer pour éviter toute confusion au transcrit. Je vous remercie. Et on regarde le document à l'instant. Alors sur la question de la date, ça peut être poser la public. question au témoin et puis on pourra revenir sur le document. Monsieur le témoin, vous avez suivi l'échange. Est-ce que quand vous dites le 28, je ne sais plus exactement ce que vous avez dit, mais enfin, vous vous souvenez de ce que vous avez dit. Est-ce que c'était le 28 mars 2011? Est-ce que c'est, quand vous dites le 28, ça correspond au 28 mars 2011? C'est bien ce que j'ai dit, maître. Il s'agit bien du 28 mars 2011. Et on parlait aussi de l'offensive, et cette offensive a lieu à partir du 30 mars 2011. Merci. Alors l'onglet c'est 784. Le Président, il y a la question du document. Monsieur McDonald, oui, peut être diffusé en public. Le Président, très bien. Donc diffusons-le en public. Merci Monsieur le Président. Alors nous avons une version papier pour le témoin. Ce serait peut-être plus facile. Alors monsieur, vous avez le document sous les yeux? Oui, maître. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ce document? Oui, ce document a été signé par moi. D'accord, donc vous confirmez que la signature qui est à la deuxième page de ce document, c'est-à-dire la page 0595, en bas de la page est bien la vôtre? Yes. Le Président, oui, il a déjà dit que c'est lui qui l'avait signé. Très bien. Alors, si on remonte sur la page, on voit qu'il s'agit d'un message qui émane du SEMA et qui est adressé à Minidef. Alors Minidef, vous nous confirmez que c'est quoi? Minidef, c'est le ministère de la Défense. Merci. Alors, le Président, nous savons maintenant ce que signifie Minidef. Après le mot info, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que sont ces acronymes? Ou ce qu'ils recouvrent plutôt.
Alors, après le mot info, on a le co-suivant, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le DGPN, le directeur général de la police nationale, le COMAR, le commandant de la marine nationale, le COMER, le commandant des forces aériennes, le SECOS, le commandement du centre des opérations, le COMTER, le commandement des forces terrestres, le COMThéâtre, le commandement du théâtre des opérations. D'accord. Alors, pour ce qui concerne la date, elle semble être celle du 14 janvier 2011. Vous confirmez? C'est bien ça, 14 janvier 2011. D'accord. Alors, le message indique, et je cite, « Des volontaires ». Je me tourne vers les interprètes pour savoir si tout va bien. Ok. Je cite. Maître Altit. Le président, Maître Altit, est-ce que vous pouvez partir du principe que tous les acronymes sont bien connus de tous, notamment de la Chambre, pour ne pas avoir à poser des questions évidentes? Nous connaissons tous ces acronymes. Cela fait 2 ans que nous sommes en procès maintenant. Merci. Et il est possible, le témoin est ici, il lui est possible de nous dire on voulait que ça parte à tel destinataire, c'est pas parti pour telle raison. Non mais je veux dire, on essaie d'obtenir des informations ici concrètes et matérielles sur ce qui s'est passé, sur les messages. Non. Oui. Le président, non. Nous sommes capables de lire, nous pouvons interpréter les acronymes, nous savons qui sont les destinataires, donc ces questions ne seront pas autorisées. Voilà, je vous l'indique à titre de référence. D'accord, très bien. Alors, je cite le passage, je reviens au passage que je citais. Alors, des volontaires issus des armées des républiques du Niger, du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso se conditionneraient en zone centre-nord et ouest, alors entre parenthèses l'acronyme CNO, en vue de procéder à des actions déstabilisatrices dans nos zones. Fin de citation. Alors, ça c'est en janvier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces soldats qui sont manifestement, si on en croit cet échange, venus originaires d'armées de pays frontaliers, qui sont des soldats qui viennent des armées des républiques du Niger, du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso, et qui seraient venus aider l'ex-armée rebelle, c'est-à-dire l'armée du Nord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Diamètre, alors si vous remarquez bien, c'est un bulletin de renseignement. Nous n'affirmons pas la présence effective de ces soldats. Et ici, nous employons le conditionnel. Habituellement, quand nous recevons ces genres d'informations, nous préférons ne pas les garder à notre niveau et informer tous les grands commandements afin que chacun sache à quoi s'en tenir. Mais rien n'est affirmatif ici. C'est des informations que nous avons eues et que nous avons répercutées au niveau de nos hommes. Mais rien ne dit que ces éléments, effectivement, étaient là. Donc, vous voyez bien que nous utilisons ici le conditionnel. Alors, cette information, elle vient de qui? Dans le domaine tactique, toute information est bonne à prendre. Ça peut être la population civile qui remonte de Bouaké, qui a vu certaines choses qui viennent porter à notre connaissance. Ça peut être nos officiers de renseignement que nous projetons sur le terrain, qui nous donnent ces informations. Souvent, quand nous les recoupons, c'est vrai. Souvent, c'est pas vrai. Donc ici, nous n'avons pas été affirmatifs. Nous disons c'est vrai. Et encore en janvier, il y avait une folle rumeur qui courait à Abidjan pour dire que les Koumog allaient venir
enlever le président Laurent Gbagbo du pouvoir. Donc, ça courait les rues. Et l'information qu'on reçoit, c'est ça, mais nous n'avons pas vérifié par nous-mêmes l'effectivité de leur présence sur le terrain. D'accord. Alors il est dit un tout petit peu en dessous, et je cite, « Les engins de l'ONU leur serviraient de vecteurs de mobilité. » Fin de citation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que, à votre connaissance, des engins de l'ONU ont été utilisés, à un moment ou à un autre, par des troupes ex-rebelles venues du Nord? Alors, c'est souvent que soit l'ONU ici, soit l'ICON les transporte. Parce que quand nous avons des réunions sur de grandes distances qui nécessitent un déplacement, par exemple en hélico, ils sont transportés. Mais quelquefois, nous-mêmes, nous avons surpris à bord de ces engins. Voilà, nous avons surpris à bord de ces engins. Mais ce n'est pas par unité constituée. Ce qu'on découvre, c'est 1, 2, 3 personnes, mais ce n'est pas des unités constituées qui embarquent. Mais nous avons constaté que ces personnes, quelquefois, étaient transportées dans les véhicules de l'ONU. D'accord. Alors, ce que je voudrais ajouter aussi, il y a le constat souvent fait par la population. Vous savez que l'armée française, surtout les troupes françaises, sont quelquefois constituées de blancs et de noirs, qui sont d'origine, qui sont français d'origine. Donc souvent quand on les voit aussi, ben, la population dit ben voilà qu'on transporte les les forces républicaines de Côte d'Ivoire, alors que bon, c'est quelquefois des militaires français. Voilà. Donc la race fait que souvent on les attribue aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, ce que vous nous dites, c'est que vous ne saviez pas exactement, enfin vous n'aviez pas les moyens de vérifier l'information qu'on a discutée à l'instant, mais est-ce que vous étiez en position, à l'époque, de savoir s'il existait ou pas des préparatifs militaires, j'entends, préparatifs militaires dans la zone du Nord pour préparer une offensive éventuelle vers le Sud? Oui, ce que je peux vous dire, c'est que chacun de son côté s'est préparé. Nous nous sommes préparés, ils s'y sont préparés aussi. Je peux vous dire qu'il y avait des préparatifs qui se faisaient. D'accord. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit que l'offensive déclenchée par les troupes du Nord vers le Sud, le premier combat a eu lieu, et je n'ai pas très bien compris où. Vous nous avez donné le nom de l'officier qui s'est défendu, mais est-ce que vous pouvez nous dire le lieu précis? À Djouekoué. À Djouekoué. Donc, première attaque, première offensive armée des troupes du Nord, c'est sur Djouekoué, c'est ça? C'est bien ça. À Djouekoué, est-ce que les troupes du Nord ont été soutenues militairement par les forces françaises? Il me serait difficile de vous le dire. Je vous ai dit que je n'avais pas plus d'informations au-delà de nos éléments, donc je ne peux pas vous dire s'ils ont été soutenus. D'accord. Avez-vous eu, pendant cette offensive qui part du nord vers le sud, c'est-à-dire vers Abidjan, avez-vous eu des informations selon lesquelles, par exemple, des hélicoptères de combat français appuyaient des attaques des forces du Nord? Je n'ai pas cette information. Une attaque d'hélico, ça ne se cache pas, ça se sent sur le terrain. Je n'ai pas cette information. Le Com-Théâtre ne m'a pas fait un compte-rendu allant dans ce sens. D'accord.
Alors, vous nous avez dit que l'officier dont vous nous parliez s'était défendu, mais qu'il avait été obligé de se replier, faute de munitions, c'est ça? C'est bien ça. Est-ce que vous avez ordonné, alors on va passer axe par axe, aux troupes qui étaient positionnées sur l'axe ouest, aux troupes qui étaient positionnées sur les axes centraux et aux troupes positionnées sur l'axe est, est-ce que vous leur avez ordonné de se replier, puisque si je comprends ce que vous nous dites, elles n'étaient pas en position, par manque de munitions ou autre, elles n'étaient pas en position de se défendre. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça, maître. L'ordre de repli a été donné par moi. L'ordre de repli pour toutes les troupes hors d'Abidjan qui étaient sur les axes d'attaque des rebelles, c'est ça? Pour toutes les troupes. C'est bien ça. D'accord. Donc en fait, à part les premiers combats que vous nous avez cités, il n'y a pas eu beaucoup de combats entre la frontière, entre la zone nord et la zone sud et Abidjan. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Les troupes du nord qui avancent donc sans véritable combat, est-ce qu'elles se livrent à votre connaissance à des exactions contre la population? Plus aucune unité n'était en place pour me donner ce genre d'informations. Généralement, les informations, nous les avons par le biais de nos commandants qui étaient sur place, qui nous disaient ce que faisait l'ennemi, mais dès l'instant où ils ont décroché, on n'avait plus la possibilité d'avoir ce genre d'informations. D'accord. Est-ce que certains des officiers à qui vous aviez demandé, devant cette offensive des troupes du Nord, à qui vous aviez demandé de se replier, est-ce que certains ont objecté et ont dit si on se replie, on ne pourra plus protéger la population? Certains ont-ils désobéi? De tout ce qui était sur la ligne de front, personne n'a désobéi. Tous ont replié. Le dernier que j'ai entendu, c'était le com-théâtre. Il est arrivé à Abidjan aux environs de 21h30. Quand il est arrivé, il m'a rendu compte de son arrivée. Et puisqu'à l'époque, nous communiquions au cellulaire, je lui ai envoyé un message codé. Je lui ai dit, Conan, rentre chez toi. Moi, je quitte la résidence. Et le président Laurent Gbagbo, qui avait été informé de ce que toutes les troupes repliaient, m'a appelé. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, vous et moi, nous avons parlé de votre démission, vous n'avez rien fait, mais qu'en plus, nous n'avons reçu aucune munition. Le combat ne mérite pas la peine d'être mené. Et quand je lui ai dit ça, le président a fait bon, et je crois pendant ce temps, il a dû appeler Dobo. Et c'est Dobo qui m'a appelé pour me dire, non, mon général, ne partez pas, je vous envoie 50 hommes, appuyés de BM-21. Alors je lui ai dit, je n'ai pas d'instruction à recevoir de toi. Les BM-21, c'est-à-dire les orgues de Staline, je les avais sur la ligne. Ce sont des armes extrêmement dangereuses qui, positionnées, peuvent balancer des munitions jusqu'à 26 km, tuer tous ceux qui sont à la ronde. Je les avais sur la ligne de front, je ne les ai jamais utilisés. Donc, je n'ai pas d'instruction et je suis parti. D'accord. Quand vous dites « j'ai quitté la résidence », vous parlez de votre propre résidence, je suppose. C'est bien ça, maître. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'armement dont disposaient les rebelles dans leur offensive du nord au sud? Pardon, les rebelles. Ceux que vous appelez les troupes du nord dans leur offensive du nord au sud. Alors, généralement, comme nous avions l'habitude de faire des réunions quadripartites avec eux, que nous nous déplaçons si souvent à Bouaké, je sais qu'ils ont
ils ont des bitubes, ils ont des bitubes, ils ont des kalash, ils ont des RPG, ils ont des grenades. Voilà, c'est ces gendarmes qu'ils ont. Très bien. Est-ce qu'ils ont des mortiers? Oui, ils ont des mortiers. Avez-vous obtenu des informations sur la façon dont ces troupes du Nord avaient obtenu cet armement malgré l'embargo? N'en mettent aucune information. Avez-vous obtenu des informations sur une présence active de membres des services spéciaux français en zone nord pendant toute l'année 2010 et au début de l'année 2011? Oui, cette information, je l'ai. Je sais que dans les tout premiers combats que nous avons menés avec eux, il y avait des indices sur le terrain. Par exemple, les emballages de munitions, où c'est marqué dessus ambassadeur de France dans un pays que vous me permettez, je ne nommerai pas. Et puis, bon, c'était quelques indices qu'on récupérait. Je sais qu'ils avaient aussi du personnel français qui était avec eux. Voilà tout ce que je sais. Voilà. Très bien. Monsieur le Président, si vous permettez, je souhaiterais passer très rapidement à huis clos. Yes, Le Président, nous allons passer au huis clos partiel. Sasa Africa TV, venez Mira Africa TV parce que c'est l'Afrique. Et puis, Djabra Pampan, les plus placés, il y a de langage parce qu'ils sont réels. Donc restez dans la réalité. Africa TV, c'est la réalité. Africa TV, télévision, il y a les émissions vraies, animateurs sont vrais, techniciens sont Djidji. Nous, auditeurs, en réel, on est Djidji. Je connais quoi. Télévision, là, mais fin. Ciao. Ah, mais télévision, il y a fait ça, mais c'est plus. Mais demain, il finit. On fait Africa TV. C'est Wanigam qui est au face d'Ambo. Koro Aboudi Wanigam. Comment que on appelle ça? Qui c'est que l'infili? Un coup pao. Big up. C'est-à-dire moins de visualisation, c'est-à-dire beaucoup d'images, tout ce qui est bon. Alors, monsieur, je voudrais vous montrer un document dont les références sont les suivantes. CIV OTP 0071 06 45 112 812 est son numéro. Alors de la même manière que le premier document que nous avons montré était confidentiel mais qu'il a pu être montré publiquement, il nous semble aussi que celui-ci peut être montré publiquement. Yes, Your Honor. Le procureur, oui, Monsieur le Président. Pied pour le témoin. Alors, monsieur, regardez-le rapidement.
Et puis, lorsque vous l'aurez regardé, est-ce que vous pourrez répondre à la question de savoir si vous reconnaissez ce document? Oui, je le reconnais. D'accord. Alors je dis pour les besoins de l'enregistrement qu'il est signé par vous. Vous confirmez? Je le confirme, maître. D'accord. Alors, il est construit sur le même modèle que le précédent. Un message du CEMA, du chef d'état-major, adressé au ministère de la Défense, avec les mêmes institutions ou entités en copie que nous n'allons pas détailler, puisque nous les connaissons. Alors, je vais rapidement lire le contenu du message, et de cette façon, la traduction en anglais du document sera portée au dossier de l'affaire. Alors je cite, vous voyez monsieur avec moi, le primo. Alors je vais le citer. Convoi, alors pardon, j'ai oublié de parler de la date. Est-ce que nous sommes d'accord, monsieur? La date est le 16 mars 2011. C'est bien ça. It's written here. Le président. Oui, c'est écrit là. Donc je vais lire le contenu. Et je cite. Convoi Licorne en partance pour Boaké a stationné à... Et alors là, le nom est un peu effacé. Peut-être vous pouvez nous aider. Touzebo. D'accord. Village situé à 12 km au nord de Thiébissou, le 10 mars 2011. Quelques instants après, un hélicoptère de transport de l'ONUCI a atterri sur une plateforme à 200 mètres du dit village. Des troupes FAFN se sont signalées à hauteur de... Alors, est-ce que vous pouvez nous dire le nom là aussi? De Thiébissou est attaqué par un groupe ennemi, à la roquette et par des rafales de Kalachnikov. Alors, tertio, cela s'appelle réaction, et je cite, un dispositif de sécurité mis en place en urgence a permis de repousser l'ennemi. Et on a un autre tertio qui s'appelle analyse des faits, que je cite, vu la coïncidence des faits, on pourrait aisément conclure que l'ennemi a été transporté par les dites forces impartiales. Fin de citation. Alors, monsieur, nous sommes là avant la date que vous nous donniez tout à l'heure, comme date de début de l'offensive. Est-ce que vous nous confirmez que des attaques ont eu lieu à la mi-mars? Oui, maître, je confirme. Cette attaque qui a eu lieu à Thiébissou, il y a eu donc concomitance des faits. Et c'est justement ce que nous reprochions aux forces impartiales. Chaque fois que nous sommes dans un secteur, on les voit arriver et c'est souvent suivi d'attaques. Ils nous ont toujours dit que ce n'est que la concomitance, qu'ils étaient de passage. Et là, vous voyez bien qu'en conclusion, nous disons que la coïncidence des faits pourrait justifier cette attaque. Mais ils ont démenti parce que nous avons eu une réunion, nous en avons parlé. Ils ont démenti. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand nous étions sur le théâtre pour les combats que nous avons menés de 2000 à 2004,
effectivement, le constat que nous avons fait, les attaques souvent sont précédées d'une Jeep française. Quand la Jeep passe, ça donne l'impression de faire une reconnaissance, et puis quelques temps après, bon, c'est suivi d'attaques. Mais pour le dernier attaque de Thiébissou, effectivement, nous avons eu une réunion avec le commandant des forces impartiales qui ont juré la main sur le corps qu'il y avait une concomitance. Voilà. Alors qu'on comprenne bien, ce que vous nous dites, c'est que entre 2000 et 2004, les attaques rebelles étaient souvent précédées de reconnaissance française, ce qui vous laissait penser qu'il y avait concertation entre les troupes françaises et les rebelles, et que ce que vous avez vu en mars 2011, c'était le même modus operandi. C'est ça que vous nous dites? À peu près, ben, démenti cette fois-ci, voilà, par les forces impartiales. Parce qu'il y a un hélico qui atterrit, qui repart, bon, et puis qu'une attaque est suivie. Donc nous nous sommes un peu pleins, mais quand nous sommes partis à la réunion, ils nous ont dit que non, c'était une simple concomitance, c'est tout. Est-ce que vous êtes plaint officiellement de ces, pour reprendre votre terme, coïncidences? Oui. Est-ce que vous savez qui a conçu le plan de marche de l'armée du Nord vers Abidjan? Non, je ne sais pas. Avez-vous eu des informations selon lesquelles ce plan de marche a été conçu par des responsables militaires français, notamment par des responsables des services spéciaux français? Je n'ai aucune information là-dessus. D'accord. Alors vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un axe de progression des forces du Nord vers l'ouest, un axe de progression vers l'est et plusieurs axes de progression au centre, c'est ça? Un axe de progression au centre, Boaké, Thiébissou, Abidjan. D'accord. Quand les troupes qui étaient au centre, qui progressaient vers Abidjan, sont-elles arrivées à Abidjan, à votre connaissance? Je parle des troupes du Nord, naturellement. Je ne pourrais pas vous le dire puisque j'étais en ambassade déjà, avant que les troupes n'arrivent à Abidjan. D'accord. À votre connaissance, certaines unités de l'armée du Nord, par exemple des unités de reconnaissance, sont-elles arrivées plus tôt à Abidjan que le gros des troupes? Je vous avais signalé le cas de ceux qui étaient venus faire la sécurisation du processus, parce que dans le plan conjoint des opérations qu'on avait arrêtées, il était prévu que les troupes du Sud aillent faire la sécurisation du processus au nord et les troupes du nord descendent au sud. Et qu'à l'issue de la sécurisation du processus, chacun rejoigne sa zone. Nous, quand nous sommes montés à l'issue donc des opérations de vote, nous sommes descendus. Quand eux, ils sont descendus, ils ont fait partir une partie au nord et une partie qui s'est réfugiée au Golfe. Donc si je comprends bien, vous nous dites qu'une partie des forces du Nord était au Golfe à cette période-là, c'est ça?
Après les élections, oui. D'accord. Mais ma question était un peu différente. Est-ce que des unités venant du Nord en mars, à l'occasion de cette offensive dont nous parlons, est-ce que des unités du Nord, par exemple des unités de reconnaissance, ont précédé le gros des troupes, le gros de l'armée du Nord, et sont arrivées à Abidjan avant? Vous dites que vous n'étiez pas, que c'était au moment où vous étiez à l'ambassade. Des unités, par exemple, de reconnaissance sont-elles arrivées avant, les jours précédant l'arrivée du gros des troupes? C'est ça ma question. Je pense pas que ce soit des unités de reconnaissance, parce que le terme reconnaître lui-même est un terme tactique qui demande qu'on aille chercher des renseignements d'ordre tactique et technique sur le terrain en engageant éventuellement le combat. Je crois que là, vous parlez des éléments précurseurs au lieu d'éléments de reconnaissance. Alors, je vous remercie de cette précision et je vais reformuler ma question. Des éléments précurseurs sont-ils arrivés à Abidjan avant le gros des troupes? Et je vais la préciser de cette manière-ci, par exemple à Abobo ou à Niama. Alors, concernant Abobo, il y a eu des infiltrations. Parce que concernant Abobo, j'ai des renseignements. J'ai des renseignements sur Abobo. Et je vous avais dit que j'ai rencontré le président Laurent Gbagbo au niveau du palais le 11 mars, quand il m'a convoqué. Ensuite, le 10 décembre, à 13h, là-dessus, je n'ai rien dit. Mais il faut savoir que pour cette rencontre-là, effectivement, il y a eu des infiltrations. Et si vous me laissez le temps d'en parler, je vous dirai. Et je sais ceux qui se sont ainsi infiltrés pour s'installer à Bobo, et je vous dirai réellement ce qui s'est passé. Alors allez-y, monsieur, c'est l'occasion de nous dire ce que vous savez. Bien, je vous remercie. Monsieur le Président, lorsque j'avais été questionné le 9 août 2011, 2 questions m'ont été posées. La première, est-ce que je savais qui était le chef du commando invisible? J'ai répondu à cette question en disant que je ne l'ai su qu'à la fin de la crise post-électorale. La deuxième question, est-ce que je sais qui composait le commando invisible? J'avais dit non. Mais aujourd'hui, en détenant ce deuxième élément, c'est-à-dire qui compose le commando invisible, comme Maître me le demande avec les infiltrations, je suis en mesure de vous dire que le président Laurent Gbagbo a financé accidentellement, je dis bien accidentellement, le commando invisible. En effet, le 7 décembre 2010, le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo a été mis en place. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 10 décembre 2010, le président m'appelle, il me demande donc de venir le voir à son bureau aux environs de 13h30. Et quand j'arrive, je trouve le président debout devant sa table de travail avec à ses côtés feu le ministre Tagoro. Et le président de me dire ceci, textuellement, Tagoro revient d'une mission du Togo où il a rencontré dans sa chambre d'hôtel Kone Zakaria. Après avoir parlé avec lui, Kone Zakaria est d'accord, moyennant 500 millions de francs, en vue de s'acheter des armes, des munitions et autres, de désorganiser le dispositif
des forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les ex-FAFEN, à l'est de la Côte d'Ivoire. Et il me demandait de lui indiquer un point à partir duquel Koné Zakaria allait commencer son action. Surpris par une telle demande, j'ai dit, mais Monsieur le Président, si vous avez cet argent, remettez-le nous. Vous savez que nous n'avons pas d'armes et de munitions. Mais pourquoi c'est par l'est de la Côte d'Ivoire qu'il a décidé de commencer son action? Et le ministre Tagro me dit, c'est par là qu'il a décidé de commencer son action. Et j'ai dit au président, Monsieur le Président, je m'excuse, mais je n'ai pas de carte sous les yeux pour vous indiquer le point à partir duquel Koné Zakaria allait commencer son action. Certainement agacé par mes questions et par mes réponses, le président a dit à Tagro, bon, s'il ne croit pas, donne-lui le numéro de Koné Zakaria, il va l'appeler lui-même pour voir. Donc on me remet le numéro de Koné Zakaria, Tagro me remet le numéro de Koné Zakaria, je descends les marches, je me retrouve sur le perron du palais, en attendant que mon véhicule, mon chauffeur qui avait garé mon véhicule au parking de la présidence, vienne me prendre. J'ai été rejoint par un monsieur d'une 50aine d'années qui, après m'avoir salué, m'a dit ceci. Mon général, c'est moi qui ai mis Koné Zakaria et le ministre Tagro en contact. Koné Zakaria est prêt à travailler avec IB et IB est d'accord. Mon général, le temps presse. Je monte dans mon véhicule. Arrivé à Yopougon, je remets le numéro à mon chef de sécurité. Je pourrais, Monsieur le Président, en Wiko, vous donner le nom de mon chef de sécurité. Je ne souhaiterais pas le donner maintenant parce qu'il est encore dans l'armée. Donc, je lui donne le numéro et je lui dis, c'est le numéro de Koné Zakaria. Appelle-le pour voir si c'est bien lui. Il faut noter que mon élément connaît très bien Koné Zakaria pour avoir fait la formation avec lui. Et quand il appelle, qu'il tombe sur son interlocuteur, il me dit, mon général, c'est lui, mon général, c'est lui. Donc, je lui fais signe de lui dire que je vais lui parler. Donc, il annonce, ne quittez pas pour le chef d'état-major des armées. Koné Zakaria, bon, on a l'habitude de nous appeler classe. Donc, quand je prends le téléphone et que je dis « Allô », il me dit « Classe, bonjour ». Et je réponds « Bonjour, comment vas-tu » Il me dit « Ça va, j'attends l'argent pour commencer le travail ». Ce qui veut dire que quand je suis parti de la présidence de la République, quelqu'un l'a appelé pour dire que le général allait t'appeler. Voici ce dont j'ai été témoin. Pour répondre maintenant à votre question, maître, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement collusion entre IB et Koné Zakaria. Je peux continuer? Merci. Pour l'opération au niveau d'Abobo. À court de logistique, Koné Zakaria va user de ruse et de perfidie pour faire croire au président Laurent Gbagbo et au ministre Tagro qu'il va mener une action qui leur serait favorable au nord-est, mais au lieu de mener cette action, ils sont descendus tout simplement au sud-est pour mener l'opération au niveau d'Abobo. L'argent remis a servi donc, maître, à l'infiltration des éléments, j'allais dire des lieutenants de Koné Zakaria. Un certain Ferré Konaté, vous allez sur YouTube, il y a un film, le commandant Ferré Konaté, de son nom Malinké, Meleke, l'ange qui retire la vie.
un analphabète dont les propos sont traduits par son adjoint, un certain Koulibaly Youssouf, qui se vante d'avoir égorgé les éléments des forces de défense et de sécurité et qui revendique 600 personnes, c'est-à-dire des éléments qui ont été recrutés sur place. C'est le même Kone Zakaria qui, lorsque je suis allé au Golfe le 12 avril 2011 pour faire allégeance au nouveau président de la République, assis dans l'après-midi sous un arbre, viendra pour me trouver pour me dire « Classe, nous avons pris Tagro, mais il s'est tiré une balle dans la tête. » Je suis un peu émotionné, excusez-moi. Il s'est tiré une balle dans la tête. Alors j'ai dit, mais comment ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il armé? Est-il mort? L'intéressé se contentera de me dire, non, nous l'avons transporté dans une clinique. Et j'en ai profité pour lui demander, mais est-ce qu'on t'a donné l'argent? Il a répondu par l'affirmative. Mais ce que je peux vous dire, vu le milieu dans lequel on était, je n'ai pas demandé au-delà de combien il a reçu. Donc, cette information qu'il m'a donnée, Monsieur le Président, pour moi, ressemble un peu à un aveu d'impuissance de quelqu'un qui se serait retrouvé face à son bienfaiteur, mais pour qui, malheureusement, il n'a pas pu faire grand-chose parce que lui-même se serait tiré une balle dans la bouche. Je ne connais pas les auteurs de les assassins de Tagro. Je ne connais pas les circonstances, mais la mort de ce grand homme d'État qui a toujours œuvré pour l'avènement de la paix me chiffonne. Et chaque fois que je ferme les yeux, je revois ce visage, ce menton ensanglanté et le geste que fait Tagro, que mime Tagro quand on lui a tiré la balle dans la bouche. Cela me revient et ma conscience me travaille sans cesse, véritablement sans cesse. J'ai décidé aujourd'hui de libérer la conscience, de libérer la conscience. Et une question me taraude l'esprit, véritablement, elle me taraude l'esprit. Et je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné de la crise, Tagro ne s'est pas retrouvé devant un sachant qui, sans intention de lui donner la mort, a voulu tout simplement le faire taire? Je me pose cette question. Je me pose beaucoup cette question. Mais, Monsieur le Président, il n'est pas bon, devant Dieu, devant la justice des hommes, il n'est pas juste de faire porter aux autres la responsabilité des actes posés par certains conseillers du président Laurent Gbagbo, surtout de leurs erreurs. Et les erreurs de ces gens, il y en a beaucoup. Beaucoup. Voilà comment nous étions. Voilà comment nous étions, manipulés le matin à nous battre, à nous entretuer avec nos frères, et le soir venu, dans les pays étrangers, on se retrouvait avec eux, on discutait avec eux, on leur donnait des moyens qui se retournaient contre nous. Contre nous. Voilà aussi comment, quand il y avait une accalmie, une paix précaire, on mettait le feu, et quand il y avait le retour de la manivelle, on criait à la victime. Ces exemples, j'en ai. J'en ai. J'en ai. Donc, maître, pour répondre à votre question, effectivement, il y a eu infiltration de ces anciens lieutenants dissidents comme lui qui sont arrivés. Et si vous allez sur YouTube, que vous écoutez bien le film, vous verrez même qu'il dispute la paternité du commando invisible à IB. Parce que, dit-il, c'est eux, c'est pas IB. Donc, à leur niveau, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, quand on parle du commandant invisible, on a tendance à regarder vers le camp Ouattara. Non. Non. Il y a des choses tout simples
pour ceux qui ne sont pas habitués, vous regardez simplement la tenue qu'arborait IB. IB portait les galons de général de division. Bakayoko est général de brigade. Il veut tout simplement montrer aux gens qu'il n'a rien à voir avec Bakayoko. Qu'il mène son action tout seul. La concomitance a voulu qu'il se retrouve là, mais qu'il n'a vraiment rien à voir avec lui. Donc, effectivement, pour les infiltrations, maître, comme vous le dites, il y en a eu. Il y en a eu, il y a eu des infiltrations. Merci. Merci, monsieur. Je crois qu'on va laisser un petit moment à l'interprète pour qu'il traduise tout cela. Et puis, monsieur le président, je vois l'heure et il me semble que ce sera un bon moment pour suspendre. Yes, I think. Le président, il me semble en effet que c'est le moment opportun pour permettre aux témoins de se reposer un peu. Nous allons nous arrêter maintenant. Nous allons faire une pause d'une demi-heure. Nous reprendrons à 11h30. Cette audience est suspendue.